impuissance sexuelle liée au tabac, mesures de contrôle des femmes publiques, contraception pour hommes, la sexualité est même présente dans le domaine de recherche présenté par M. Jourdan. Pourtant, elle ne l'était pas toujours, enfin pas en France. Je me rappelle, il y a une douzaine d'années, j'étais à la Sorbonne pour m'entretenir d'un sujet pour une habilitation avec un professeur de philosophie. On a aussi discuté carrière et il m'a dit à l'époque, « Monsieur Campagna, lorsque vous briguerez un poste à une université, n'indiquez surtout pas dans votre bibliographie que vous avez écrit un livre sur la pornographie. » Car ça ne se fait pas en France en philosophie. C'est un sujet dont on ne traite pas. Bon, aujourd'hui, les choses ont changé, sous l'influence de la philosophie anglo-saxonne notamment. Si vous allez en Amérique ou en Grande-Bretagne, ça ne pose aucun problème d'écrire sur ces sujets-là, c'est tout à fait acceptable, et entre-temps, c'est également devenu acceptable en France. Il y a eu par le passé de grands philosophes qui ont parlé de questions de sexualité. Il suffit de relire Saint-Augustin, Saint-Thomas, plus près de chez nous, Immanuel Kant ou encore Schopenhauer, ou encore plus près de chez nous, Jean-Paul Sartre. Ce qu'on constate chez ces philosophes, c'est qu'ils abordent la question de la sexualité, surtout dans le cadre de ce que l'on pourrait appeler une éthique de l'individu, ou une éthique, disons, individualiste. C'est-à-dire, il s'agit de savoir comment l'individu doit se comporter par rapport à sa sexualité. C'est là une question très importante que j'ai notamment discutée dans mon livre « L'éthique de la sexualité » et où j'essaye de dégager au fond un critère qui nous permet de faire un démarquage, une délimitation entre des actes sexuels légitimes et des actes sexuels qui ne seraient pas moralement légitimes. La vue étriquée de Kant était, et je la répète ici même si vous la connaissez déjà, que seul était moralement légitime l'acte sexuel pratiqué par un couple marié et en principe destiné à la reproduction. Tout le reste était illégitime, donc en gros, il ne restait pas grand-chose. Certains auteurs au Moyen-Âge ajoutaient encore d'autres critères. Il fallait que la supériorité de l'homme sur la femme soit respectée, donc également une seule position autorisée. Le choix était encore plus restreint. Bon, entre-temps, les choses ont changé, on a élaboré d'autres critères. Moi-même, j'essaye de partir du principe de consentement libre et éclairé, c'est-à-dire j'essaye d'adopter cette notion qui vient du domaine de la bioéthique et j'essaye donc de l'appliquer également au domaine de la sexualité où elle pose des questions particulières. Car qu'est-ce qu'au fond un consentement éclairé dans le domaine de la sexualité? Ne dit-on pas que l'amour rend aveugle? Mais s'il rend aveugle, alors où est l'éclairage de ce consentement? Donc c'est là une question qu'il me faudra encore approfondir dans le cadre d'une éthique de la sexualité individualiste, de même qu'il me faudra encore approfondir d'autres thèmes comme celui du plaisir sexuel qui pour moi est au cœur d'une éthique de la sexualité. Mais à partir de ces réflexions d'une éthique individualiste, j'ai, en rédigeant un livre qui paraîtra en automne chez Labor et Fides à Genève, toucher un autre sujet ou une autre dimension du problème, à savoir une éthique institutionnaliste ou institutionnelle de la sexualité. Pourquoi en suis-je arrivé là? Ce livre, qui paraîtra donc en automne, a pour thème la sexualité des handicapés. Faut-il seulement la tolérer ou l'encourager? Les handicapés vivent très souvent dans le cadre d'institutions. C'est-à-dire, ces personnes handicapées ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Elles sont, d'une certaine manière, soumises aux décisions des personnes qui contrôlent ces institutions. Les institutions, elles aussi, ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Elles vivent dans un régime légal et le législateur doit faire des lois qui dicteront, au fond, d'une certaine manière aussi le comportement légitime des institutions en question. Et donc, là, je me suis dit, il ne suffit pas d'en rester au niveau purement individuel, il faut également passer au niveau des institutions. Et là, je me suis alors basé sur les travaux du philosophe américain John Rawls, qui en l'an 1971 a publié son célèbre livre « Une théorie de la justice », donc la version anglaise date de 71, a été traduite une dizaine ou une douzaine d'années plus tard en français par Catherine Audard. Et dans ce livre, John Rawls dit tout au début, la justice est une vertu des institutions.
Et donc, je pars de cette idée que la justice est une vertu des institutions. John Rawls dit ensuite, il y a certains biens fondamentaux, et les institutions doivent être telles que ces biens fondamentaux soient répartis de manière juste. Quels sont les biens fondamentaux pour Rawls? C'est entre autres la liberté, c'est également le respect. Vous ne trouverez pas chez lui la sexualité. Et c'est là pourtant, à mon avis, une question qu'il faut aussi aborder. Car si nous prenons par exemple une déclaration de l'OMS en 1975, donc j'ai ici la citation, il est dit dans ce document, la sexualité est une partie intégrale de la personnalité de chacun, homme, femme et enfant. Il s'agit d'un besoin élémentaire et d'un aspect de l'être humain qui ne peut pas être séparé d'autres aspects de la vie humaine. Puis, en 1997, vous avez la déclaration de Valence qui proclame que, je cite à nouveau, « La santé sexuelle est un droit humain de base et fondamental ». Et si nous prenons également les travaux d'une autre philosophe américaine, Martha Nussbaum, qui dresse une liste de capacités humaines, c'est-à-dire une liste de ce qu'on pourrait appeler des biens fondamentaux, vous trouverez également, je crois c'est à la 4e place, la sexualité. En d'autres termes, dans notre société contemporaine, la sexualité est considérée comme un bien fondamental et elle est de ce fait également l'objet d'un droit. Et alors se pose la question, comment est-ce que les institutions doivent se comporter vis-à-vis de ce droit afin de ne pas le violer? Et dans ce cadre, je prends une distinction banale de la philosophie du droit, à savoir la distinction entre une liberté-créance et disons un droit-créance et un droit-liberté. Commençons par le droit-liberté. Un droit-liberté est tout simplement le fait qu'il n'y a rien ni personne qui m'empêche de faire quelque chose. Anatole France a dit un jour, le clochard et le millionnaire ont le même droit de dormir sous les ponts. Bon, bien entendu, personne ne les empêche de dormir sous les ponts, mais il y a une différence essentielle entre eux. Ils n'ont pas le même droit de dormir dans un hôtel 5 étoiles. Et la question est bien entendu alors, est-ce que c'est là une injustice ou non? Et si on part du point de vue des droits-créances, alors on fait intervenir l'État. L'État doit mettre à disposition des individus les moyens pour qu'ils puissent, au fond, profiter de ce droit-créance. En France, il y a eu récemment le débat autour du droit au logement. Si le droit au logement est un simple droit liberté, alors personne ne peut vous empêcher d'avoir un logement. Si c'est un droit-créance, alors les puissances publiques doivent mettre, au fond, un logement à votre disposition. Je propose d'introduire une troisième catégorie de droits, des droits que j'appellerais droits capacité. C'est-à-dire, là, l'État ne doit pas mettre directement à ma disposition quelque chose, mais il doit, d'une certaine manière, changer l'ordre légal de sorte que je puisse profiter de la chose. Et cette introduction de ce droit capacité est, à mon avis, important pour la question de la sexualité et notamment pour quelques groupes qui sont, d'une manière ou d'une autre, spécialement concernés par cette question de la sexualité. Et je voudrais donc rapidement passer en revue quelques-uns de ces groupes. Le premier groupe, ce sont les handicapés mentaux sous tutelle. Il y a quelques années, les autorités médicales suisses envisageaient la stérilisation des personnes mentalement handicapées. Bon, vous allez me dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, même pas sous le soleil suisse. Ça se pratiquait en Europe au début du XXe siècle, aux États-Unis également, bien avant qu'il y ait les programmes génétiques des nazis. Ce qui a changé toutefois avec les législateurs suisses, c'est qu'on a dit, en stérilisant les personnes mentalement handicapées, on leur permet d'avoir une vie sexuelle normale. Elles ont droit d'avoir une vie sexuelle normale. C'est quoi une vie sexuelle normale? C'est le droit d'avoir une vie sexuelle où vous n'êtes pas constamment contrôlé par quelqu'un qui regarde si vous avez bien pris la pilule, si le diaphragme est bien en place, etc., etc. Donc, si nous les stérilisons, il n'y a plus de problème et ils peuvent, au fond, profiter de leur droit à la sexualité. Bon, ça n'a pas eu un trop grand succès, ça n'a pas fait des émules dans d'autres pays non plus. Ce qui a par contre provoqué des discussions, c'est comment est-ce que l'on peut
faire en sorte que des personnes mentalement handicapés et parfois souffrant d'un handicap mental assez lourd puissent néanmoins avoir des relations sexuelles tout en étant fécondes. Et là, il y a en Suisse notamment des acteurs du secteur de la santé, notamment, qui ont élaboré une pédagogie pour les personnes mentalement handicapées avec des poupées, etc., où on leur montre comment faire et où on est prêt également à les aider si besoin en est. Et je pense que c'est là des projets qui devraient être développés dans le cadre des institutions. Car très souvent encore, on pense que les personnes mentalement handicapées, de même que les personnes âgées, de même que les personnes malades, et je ne sais qui d'autre, les enfants, n'ont pas de vie sexuelle. Or, tel n'est pas le cas. Nous savons aujourd'hui que des personnes mentalement handicapées ont également des besoins, voire des désirs sexuels. Et on ne peut plus aujourd'hui se contenter de leur donner du bromure ou je ne sais quelle autre substance pour évacuer le problème. Nous vivons dans une société qui reconnaît les droits des individus et également ce droit fondamental à une vie sexuelle. Et donc pour ces personnes mentalement handicapées vivant sous tutelle, il faudrait essayer de trouver une solution institutionnelle. Il y a également le problème des handicapés physiques. Que ce soit les handicapés physiques vivant en institution ou bien les personnes handicapées physiques vivant chez elles-mêmes. Le professeur Sicard a fait tout à l'heure allusion à un projet qui devait être soumis au comité d'éthique demain. Je suppose que ça doit être celui sur l'accompagnement sexuel. Donc ça a eu également un grand débat ici en France. Dans d'autres pays, ça ne pose pas problème. En Suisse, aux Pays-Bas ou en Allemagne, il y a même, vous pouvez suivre des cours, il y a une formation pour cela, pour accompagnement sexuel ou érotique, appelez ça comme vous voulez. Ce qui pose problème en France, c'est bien entendu le rapprochement avec la prostitution. Mais là, il faut se poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas, au fond, adopter une autre vue en matière de prostitution également ? Car ce qui est clair, c'est que les personnes handicapées physiquement ont des besoins et des désirs sexuels. Ce qui est clair également, c'est que toutes ces personnes ne trouvent pas quelqu'un avec qui se marier ou bien un partenaire sexuel à vie qui est prêt, disons, à satisfaire leurs vœux sexuels gratuitement. Et donc là, il faut se poser la question, est-ce que le législateur ne devrait pas créer un cadre afin que ces personnes puissent également avoir accès à leur satisfaction sexuelle. À partir du moment où on considère que la satisfaction des désirs sexuels est un droit fondamental, il faut également en tirer les conséquences possibles. Bien entendu, il faudra essayer de trouver un moyen pour éviter que la prostitution criminelle ne s'organise également dans ces milieux-là. Mais je pense que de ce point de vue, les expériences qui ont été faites aux Pays-Bas ou en Suisse ou en Allemagne sont concluantes. On pourrait aller sur cette voie. Un troisième groupe de personnes concernées sont les détenus carcéraux. Là, je cite un extrait du livre « Sexualité et prison » d'Arnaud Gaillot. Il écrit, je le cite, « Aujourd'hui, et parce qu'il est raisonnablement impossible de ne pas reconnaître l'importance de la dimension sexuelle dans la complétude individuelle, l'administration pénitentiaire cautionne la pornographie comme substitut à la sexualité. » Là aussi, on peut se poser la question, est-ce que c'est là le seul substitut possible ? Est-ce que l'on doit dire aux prisonniers, écoutez, on respecte votre droit à la sexualité, tenez, vous avez un porno par semaine, bon, si ça ne vous suffit pas, on vous en donne 2, alors on respecte votre droit 2 fois. Je ne pense pas que cela suffise et les autorités françaises l'ont reconnu. Il y a entre-temps dans de nombreuses prisons françaises des unités de vie familiale où les prisonniers ont la possibilité d'avoir des rapports sexuels et plus avec leurs partenaires de vie. Bon, bien entendu, là la question se pose, est-ce qu'il faut limiter cela aux couples mariés ou pacsés ou ayant vécu ensemble avant ? Est-ce qu'il ne faudrait pas là également autoriser éventuellement une certaine forme de prostitution ? Je dis une certaine forme de prostitution, car il y en a 1000. Donc là également, c'est un grand problème. Ce mot de prostitution
est utilisé aujourd'hui de manière très péjorative et je préfère donc dire une forme de prostitution. Un autre groupe de personnes, ce sont les personnes atteintes de dysfonctionnement sexuel. Donc là aussi se posent des questions, notamment au niveau du remboursement par la sécurité sociale. Est-ce que ces dysfonctionnements sexuels sont à considérer comme des maladies ou non? Et si oui, quel est leur degré de gravité? Aux Pays-Bas, il y a eu le cas de quelqu'un qui s'est vu rembourser par la sécurité sociale une visite hebdomadaire chez une prostituée. On a en effet estimé que pour sa santé, c'était mieux, que les frais qui seraient engendrés s'il n'allait pas chez la prostituée seraient plus élevés que le fait de lui payer cette visite hebdomadaire. À côté de cela, il y a bien entendu le remboursement de certaines petites pilules bleues et de je ne sais quels autres ustensiles. Là aussi, il faudra faire un tri qui ne sera pas toujours injuste, je pense, mais qui sera souvent un tri entre le raisonnable, le loufoque et l'aberrant. C'est là aussi une question éthique importante. Donc aujourd'hui, nous vivons dans une société qui considère pratiquement tout comme normal. Or, je pense que l'éthicien a le droit de dire il y a des choses raisonnables, il y en a d'autres qui ne sont pas raisonnables. Et donc, je pense que ces quelques mots auront permis de cerner ou de donner une idée globale de la recherche que j'entends mener dans les mois et les années qui suivent. Ces recherches partent du fait que dans nos sociétés contemporaines, la sexualité est considérée comme un bien fondamental et que donc l'État doit répondre à ce bien. Je ne pense pas, comme Hegel le pensait, que la philosophie doit se contenter de décrire l'État comme il est, car l'État comme il est n'est pas encore la réalisation de la raison. Le philosophe, la philosophie doivent également donner une importance à l'individu qui aujourd'hui est encore un peu trop sous-estimé dans l'État et risque peut-être d'être de plus en plus sous-estimé. Bien entendu, il ne faut pas répondre à toutes les demandes individuelles. Donc il faudra essayer de trouver le partage. Et si Hegel a dit que la chouette de Minerve prenait son envol avant le crépuscule, je pense qu'ici, en matière d'éthique institutionnelle de la sexualité, la chouette de Minerve ferait bien de se réveiller un peu avant le crépuscule, parce que peut-être qu'il ne viendra pas, ce crépuscule. Merci pour votre attention.